en France comme en Israël, euh, à la même date, comme de nombreux pays, on a fermé les écoles. Donc, il est compliqué d'expliquer maintenant aux parents pourquoi une des premières choses qui se passe dans les confinements, c'est l'ouverture des écoles avant, par exemple, l'ouverture des canyons. Marc Heisenberg est en ligne. Bonjour Marc. Bonjour Cathy, Alors, on est Bokertov. Bokertov, on est ravis de vous accueillir parce que l'école, vous qui êtes aussi président de l'Alliance, est un sujet qui vous intéresse de près. Et on voudrait Je dirais savoir. presque que c'est en qualité de président de l'Alliance que je peux m'exprimer, c'est-à-dire en train de travailler avec tout un réseau scolaire en France qui réunit plusieurs grandes écoles et plus de 2000 enfants, comme tous les réseaux scolaires des écoles juives, comment on fait et qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochains jours pour cette réouverture des écoles prévue normalement le, le 11 mai, c'est-à-dire donc lundi de la semaine prochaine. Et on regarde un petit peu ce qui se passe en Israël et les différences entre nos pays. Et je veux dire qu'en France, c'est un peu la grande cacophonie. Oui, Un on a peu la vu grande que, cacophonie. ouais, c'est la grande cacophonie. Ça veut dire que les gens ne sont pas tous d'accord pour reprendre l'école le 11 Les mai. gens ne sont pas. Alors d'abord, chez les parents, de manière générale, il y a au moins la moitié des parents qui ne veulent pas remettre, ou environ la moitié des parents qui ne veulent pas remettre les enfants à l'école parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du Covid. Et ils considèrent que c'est un danger énorme qu'on ferait courir aux enfants de faire reprendre les classes. Alors, sur cet aspect-là de la peur des parents, une partie est une peur rationnelle, c'est-à-dire si toutes les précautions ne sont pas prises, évidemment, il peut y avoir danger de contamination, et une partie sont des peurs irrationnelles. Pourquoi des peurs irrationnelles? Il faut comprendre que la connaissance scientifique, on l'observe quotidiennement, évolue d'heure en heure pendant cette épidémie. Et quelle est la première chose qu'on a fait en France, comme en Israël, à la même date, comme de nombreux pays, on a fermé les écoles. Donc, il est compliqué d'expliquer maintenant aux parents pourquoi une des premières choses qui se passe dans les confinements, c'est l'ouverture des écoles avant, par exemple, l'ouverture des canyons, des grands magasins. Alors, la raison pour laquelle on avait commencé à faire cette école, c'est qu'il y a 2 mois et demi, on pensait que les enfants, même s'ils étaient peu touchés par le Covid, étaient les plus grands contamineurs du Covid. Aujourd'hui, les dernières études en notre possession semblent montrer l'inverse. Non seulement les enfants sont très peu touchés, mais en plus, ils ne contamineraient peu les parents pour des raisons médicales, également pour des raisons presque physiques. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est petit, et s'il postillonne, ça ne va pas arriver sur les nez des adultes, tout simplement. Et ce matin, Europe 1 a commencé ces informations en donnant les résultats d'un test épidémiologique qui montrait qu'il y avait un enfant qui avait été contaminé et qui s'est retrouvé plusieurs jours en contact avec 175 autres enfants et aucun de ces 175 autres enfants n'a été lui-même contaminé. Donc, un risque de contamination vraiment très faible. En France, on parle également beaucoup, on en a dit un mot en Israël, de la maladie de Kawasaki. La maladie de Kawasaki, c'est une maladie qui est bien connue depuis des années et des années. C'est une maladie extrêmement rare qui frappe environ un enfant sur 10 000 ou un petit peu moins. C'est une maladie d'inflammation des poumons, pour faire simple. Et il semblerait que le nombre de cas de maladie Kawasaki ait brusquement augmenté ces derniers jours et sans doute, en liaison avec le Covid. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on est passé de quelques cas qui se comptent sur la main en France par an
à peut-être une trentaine de cas. Autrement dit, on serait peut-être passé d'une probabilité de 1 pour 10 000 ou 1 pour 15 000, on serait peut-être passé à 1 pour 1000. Et sachant que cette maladie, les attentes se guérit très bien, ne laisse pas de séquelles, et que tous les nouveaux cas qui ont été traités, tous les enfants ont été guéris. Donc c'est un risque statistique extrêmement faible qui, normalement, ne doit pas jouer dans la décision des parents de renvoyer les enfants à l'école. Et puis enfin, on rappellera qu'en France, comme en Israël, le retour se fait sur la base du volontariat. Donc en Israël, ça n'était pas automatique au début. Ça a dû être précisé suite à des demandes de parents et d'autorités municipales. En France, c'était la règle dès le début. Ce qui est d'ailleurs un peu curieux, c'est que c'est mal vécu par un certain nombre de parents ou de syndicats de parents ou d'enseignants en disant scandale, on laisse aux parents la liberté de prendre un choix aussi grave, on devrait prendre des décisions. Alors, on voit bien que si on avait décidé que c'était obligatoire, on aurait un tollé, et quand c'est facultatif, on se plaint que la responsabilité revienne aux parents. C'est un petit peu curieux. Alors, vous avez parlé de 50% des gens en France qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école en Israël. Bon, alors c'était seulement le chiffre d'hier, hier qui était la date de la reprise, qui en Israël aussi n'est pas obligatoire. Il y avait 60% des élèves, donc on n'est pas très loin. Non, je vais préciser mon propos. Il y a 50% des parents qui ne veulent pas remettre à l'école de manière certaine. Et il y en a 25% qui hésitent fortement. Donc, réellement, il y a au maximum 25% des enfants, des parents qui sont d'accord pour remettre leurs enfants à l'école et les parents hésitants, et même sur les parents qui veulent remettre leurs enfants à l'école, il faut comprendre que ça varie au gré des nouvelles scientifiques, des nouvelles, je dirais presque politiques, de tous les jours. Par exemple, à Paris, donc qu'est-ce qui était prévu en France? Je vous redonne le dispositif très rapidement. En Israël aussi, c'est une reprise progressive. Il était prévu que lundi prochain, 11 mai, rentre une partie des classes élèves du primaire, des maternelles et des cours élémentaires. À partir du 18 mai, devait rentrer une partie des collégiens. Et à partir du début juin, une partie des lycéens. Or, les primaires, c'est peut-être la situation la plus difficile. Comment fait-on dans une classe de primaire pour que le petit enfant de 3 ou 4 ans n'ait pas envie de se lever dans les bras de sa maîtresse? S'il tombe par terre, il ne faut pas avoir de contact avec lui pour qu'il se relève. Mais l'absence de contact physique entre l'enseignant et l'enfant en primaire est quelque chose d'extrêmement difficile. Pour les classes élémentaires, qui devaient donc reprendre le 11 mai, donc après on a appris que le 11 mai serait une pré-rentrée, c'est-à-dire le jour où les parents, les enseignants se réuniraient autour des directeurs pour examiner exactement la façon dont serait organisé le travail à l'école, éviter que les groupes se croisent, tout un aspect géographique, vérifier les salles de classe pour que la distance entre les élèves soit bien respectée, etc. Donc c'est plutôt le 12 mai. Ensuite, on nous a dit sur Paris, ce serait plutôt le 13 ou le 14, qu'il leur fallait 2 jours pour préparer. Et hier, dans une lettre ouverte, hier soir, signée par plus de 318 maires d'Île-de-France, et parmi ces maires, Anne Hidalgo, la maire de Paris, ils ont demandé au président de la République un report de cette rentrée pour les primaires la semaine prochaine. Pourquoi? On n'a pas le temps. Le protocole sanitaire est très compliqué à appliquer. Nous engageons notre responsabilité, nous maires, et nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas aujourd'hui, est-il, assurer une rentrée correcte lundi prochain. Donc, on va voir ce que va répondre le président de la République. C'est évidemment un problème si une grande partie des maires
camp opposé, puisque le maire peut décider, pour des raisons locales, comme ça a été fait hier à Tel Aviv, de ne pas rouvrir les écoles. Le préfet également décidé de ne pas rouvrir l'école, et les directeurs d'école, en ce qui nous concerne, les écoles publiques et les écoles sous contrat d'association, peuvent recommander de ne pas ouvrir l'école, par exemple parce que les salles sont trop petites pour accueillir des enfants avec la distance nécessaire, mais dans ce cas-là, il faut argumenter et le préfet peut décider néanmoins d'ouvrir l'école. Vous voyez, c'est une situation compliquée. Et ça, c'est pour les petites classes. Le 18 mai, cela dépend de la carte sanitaire. Vous savez qu'en France, il y a une carte sanitaire où les départements seront placés verts s'il y a peu de Covid et rouge si le Covid est encore très actif. Il est aujourd'hui, toute l'île de France est en zone rouge. Il est probable qu'elle le sera encore la semaine prochaine. Donc, le 18 mai, normalement, là où les lycéens, une partie des lycéens et des collégiens devaient revenir, ça va être repoussé en Ile-de-France et pour la grande majorité donc, des écoles juives. Et le retour des lycéens début juin ne se fera que pour les lycées professionnels. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on envisagera l'ensemble des lycées, ça veut dire le 16 juin, le 15 juin, ou peut-être seulement en septembre. Vous voyez que la situation est compliquée. Oui, la situation n'est pas claire. Ça, c'est évident. Et apparemment, c'est pas clair du tout. Et la situation est compliquée. On a reçu seulement jeudi dernier, les normes sanitaires à respecter dans les classes. C'est un document de l'académie qui fait 62 pages. Il faut donc que les enfants soient espacés dans la salle de classe, évidemment. En France, il n'y a pas de masque pour les petits. Les masques, c'est seulement pour les collégiens et lycéens, alors qu'en Israël, on l'a vu, il y a des masques dès les cours alimentaires, dès les quitter à l'œuf d'immeuble, il y a des masques. Oui, les masques d'ailleurs sont obligatoires à partir de l'âge de 7 ans en Israël. Voilà. Mais il y a même des enfants de 6 ans qui les portent également. Exact. En France, non. C'est seulement pour les collégiens, donc c'est-à-dire un âge plus avancé à partir de 9 ans. En dessous, le masque n'est absolument pas obligatoire. Évidemment, le personnel enseignant. Il faut s'assurer pour qu'il n'y ait pas de jouets qui soient utilisés par plusieurs enfants. Donc la règle, c'est on enlève pratiquement tous les jouets, sauf s'il y avait un jouet qui pouvait rester pour un enfant, sinon on doit enlever tous les jouets, qui posent des problèmes, notamment pour les maternelles. Les livres sont interdits parce qu'on a peur qu'un enfant touche un livre et ensuite, dans les bibliothèques, un deuxième enfant touche un livre. Il faut prendre la température des enfants ou avoir une attestation des parents qui permettent de vérifier que l'enfant n'est pas atteint du Covid. Mais toutes sortes de problématiques, plus le fait que de nombreux enseignants ne veulent pas ou ne peuvent pas revenir pour des raisons médicales, ils sont âgés, ils ont une pathologie, etc. Et il y a un problème en France qu'on a moins en Israël, c'est le problème du transport à l'école. C'est pas vrai pour les petits, mais c'est vrai déjà pour les plus grands, c'est qu'aujourd'hui, énormément d'enfants vont à l'école eux-mêmes en utilisant le transport en commun. Or ça paraît extrêmement dangereux d'utiliser le transport en commun parce que c'est là où il y a le brassage de population le plus important et on ne voit pas comment seront respectés les gestes de barrière, les règles de distanciation dans les transports en commun où en période normale, les gens sont carrément les uns sur les autres. Donc même si en France, et notamment en région parisienne, la SNCF et la RATP réfléchissent, là aussi les syndicats des transports en commun nous disent nous ne sommes pas prêts pour reprendre le travail, il y aura trop de personnes qui voyageront ensemble. Donc c'est un vrai danger pour le personnel enseignant et pour les enfants vivants de prendre les transports en commun. Vous voyez ces difficultés qui là n'existent pas en Israël, rendent la situation très complexe. En France, on est un peu stupéfait de ce qui s'est passé en Israël. En Israël, on a décidé la semaine dernière, mercredi si je ne m'abuse, de la réouverture d'un certain nombre de classes pour le dimanche d'après. Et effectivement, hier, de nombreux enfants sont allés à l'école. Alors qu'en France, cette date a été fixée il y a déjà pratiquement un mois et ça continue à discuter si telle école pourrait ouvrir compte tenu de la taille des classes, des sens de circulation
élèves, des problèmes de transport que je viens de vous indiquer, ou des enseignants qui acceptent pas trop de dire. Donc en Israël, on fait les choses beaucoup plus vite, même s'il y a quelques réticences. Vous pouvez peut-être nous dire un mot supplémentaire sur les mairies qui n'ont pas partout accepté de prendre des enfants. Oui, exactement. On en a un petit peu parlé en début d'émission. Il y a certaines villes, notamment Carmiel, hein, qui n'a pas décidé encore d'envoyer, en tout cas d'ouvrir les écoles. Ils ont annoncé que sous réserve d'un accord, on va dire, entre tous les conseils municipaux, eh bien, il n'y aura pas de reprise de l'école. Peut-être, on parle d'une reprise pour la semaine prochaine. Il y a aussi les villes de Ramat Hasharon, Ramat Gan, qui, elles, ouvriront leurs classes, leurs écoles et leurs lycées seulement à partir de demain. Pareil pour les villes de Hedera, Haïfa. Alors, elles ont décidé de rouvrir leurs établissements uniquement dimanche prochain parce que, justement, tous ces maires, hein, et toutes ces villes se sont plaintes parce que ils ont été prévenus trop tard voilà, que effectivement on allait rouvrir l'école. Ils ont considéré qu'ils n'étaient pas prêts pour faire respecter toutes les mesures sanitaires. Il leur fallait un peu plus de temps. Voilà. Alors moi, je dois dire, j'ai entendu hier sur Radio Cannes, vous savez, la radio publique française, qui fonctionne 1 heure en français le soir, une interview de 2 petites filles âgées de 6 ans et 8 ans, et qui ont fait leur rentrée hier, et qui était incroyable, parce que ces 2 petites filles ont expliqué très clairement, qui parlaient français, très clairement, comment, d'abord, elles étaient ravies de retourner à l'école. C'était important pour elles, c'était magnifique, mais également comment elles avaient respecté dans leur école tous les gestes barrières et que les enfants avaient bien compris que quand ils arrivaient à l'école, il y avait un espacement sur le sol, une marque, elles restaient dans leur carré devant l'école pour que les enfants ne rentrent pas tous en même temps. Comment, quand ils allaient, ils devaient se laver les mains plusieurs fois par jour, ils le faisaient. Il y en a même une qui expliquait que elle avait peur d'aller aux toilettes parce qu'on lui avait expliqué que il y a beaucoup de microbes. Alors elle montait sur la cuvette quand elle allait aux toilettes pour ne rien toucher. Le journaliste a dit que c'était une bonne astuce pour les enfants. Enfin voilà, les 2 enfants qui sont rentrés et qui montrent que même pour des petits enfants de 6 ans ou 8 ans, il est possible, avec de la pédagogie, de faire respecter ces gestes barrières. Un autre sujet qui existe beaucoup en France, c'est la responsabilité. Je ne sais pas si ce sujet a été autant débattu en Israël. La responsabilité, si jamais il arrive, face de Shalom, un incident de Covid. Il y a des parents qui souhaiteraient qu'on leur garantisse qu'il n'y aura pas de Covid. Comme si qui que ce soit pouvait garantir ce type d'information, comme si quelqu'un pouvait garantir qu'il n'y aurait pas d'accident domestique à la maison ou pas d'accident de la route lorsque son enfant va à l'école. Évidemment, l'absence de risque dans notre monde n'existe plus. Il faut simplement prendre des risques raisonnables. Alors, sur le problème de la responsabilité, en France, il y a une responsabilité pénale du maire, il y a une responsabilité pénale du directeur d'école, il y a une responsabilité pénale du chef de réseau, par exemple le président de l'Alliance, sur ce qui se passe dans les écoles. Et donc ça, c'est une grande discussion, mais cette responsabilité pénale, notamment pour les maires, a été, je dirais, revue à la baisse déjà il y a quelques années par une loi qui précise que c'est seulement s'il y a une faute tout à fait caractérisée du maire qui pratiquement sciemment n'aurait pas appliqué un certain nombre de directives, que sa responsabilité pourrait être mise en cause. En revanche, si on a fait le nécessaire pour appliquer ces règles sanitaires, encore une fois, très compliqué, si on a fait le nécessaire pour les appliquer, dans ce cas-là, la responsabilité des uns et des autres ne saurait réellement être engagée, puisque c'est une décision communautaire qui provient du Premier ministre, du gouvernement et du ministère de l'Éducation. Ok, Marc Eisenberg. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, parce que vous savez que nous sommes aussi écoutés en France. Donc, j'imagine que les auditeurs français auront été intéressés par vos propos. Oui, pour les auditeurs français, comprenez que de toute façon, tous ceux qui habitent en Île-de-France
avant mercredi 13 mai, il est sûr qu'aucun enfant ne rentrera en classe et c'est encore douteux pour les quelques enfants des élémentaires, voire maternelles, qui puissent le faire la semaine prochaine. C'est une discussion qui existe d'ailleurs dans tous les réseaux, dans toutes les grandes écoles. L'école Yavne hésite à rouvrir. L'école Maïmonide ouvrira, mais ouvrira sans doute, je ne sais pas encore tout à fait décidé. Lucien Dehir ouvrira, mais de façon très progressive. Chez nous, on ouvrira avec des classes inférieures à 10 élèves si la situation, les ordres du ministère ne changent pas et en respectant toutes les règles sanitaires que nous devons respecter. Merci beaucoup, Marc. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.